Bon, aujourd'hui, je parlerai de l'auto-immunité, une notion très importante pour Derrida, du moins à partir de 1993 et jusqu'à ses derniers textes publiés, y compris les séminaires. J'en parlerai dans le contexte d'un travail en cours dédié à Derrida et à la déconstruction de la vie, de la philosophie de la vie, du concept philosophique de vie. Une déconstruction, ça c'est pour moi le plus intéressant, qui Derrida conduirait en recourant au discours de la biologie, à une certaine tradition biologiste comme agent déconstructeur de la philosophie. Et j'ai déjà publié quelque chose en anglais et autres des essais vont apparaître en français. Si ça pourrait vous intéresser, je vous l'enverrai. En effet, je suis convaincu qu'on peut remonter jusqu'à l'introduction à l'origine de la géométrie de Husserl, les premiers textes de Derrida, pour y relever les traces de son intérêt pour la biologie et en tout cas pour la question de la vie dite naturelle. Et donc pour reconstruire de ces premiers textes les étapes de cette déconstruction de la vie qui seraient enchevêtrées dans les notions clés de la déconstruction, traces, archi-écritures, différents, suppléments, etc. et qui accompagnerait Derrida jusqu'à la fin de sa vie et au-delà. Je dis au-delà parce que, exactement, il y a ces séminaires inédits qui s'appellent La vie, la mort, dont les premières 6 séances sont sur la biologie. Et les dernières sont la partie qui a été publiée dans la carte postale et c'est spéculaire sur Freud. Et ça a un sens. Dans cette perspective générale, je voudrais poser en exergue à ma lecture une phrase que je prends du livre Les concepts du 11 septembre, le livre de notre amie Giovanna Borradori, où il y a un dialogue avec Derrida qui concerne l'attentat et plus en général les rapports entre terrorisme et démocratie. Je tire une phrase qui donne l'essence de ma lecture, je crois, les coordonnées, et aussi peut-être de ma présence ici aujourd'hui. Je l'ai déjà dit ce matin, mais je cite, « Le pharmacone est un autre nom, un biais nom pour la logique de l'auto-immunitaire. » Fin de citation. Je commence en relevant les occurrences plus importantes de la notion d'auto-immunité dans l'œuvre de Derrida. Ça veut dire celle où cette notion n'est pas logée dans simple référence générique, mais d'un traitement argumenté qui nous permettra, je crois, j'espère, de comprendre l'origine et la portée de l'usage qui en fait Derrida. Pourquoi? Voilà ma thèse. Pour le comprendre, il faut en détecter la provenance. Ça veut dire, on le verra, se référer à la biologie sûrement, mais pas à la biologie en sens générique, mais à une particulière branche de la biologie, soit, j'anticipe, la théorie de l'apoptosis, aussi dite théorie du suicide cellulaire. Bon, je commence en faisant la liste des occurrences. La première vient des spectres de Marx, 1993, les dates sont importantes, je crois. Et en particulier au cours de l'analyse de la diatribe entre Marx et Stirner dans l'idéologie allemande, à propos de leur lutte commune en faveur de la vie contre ce qui serait l'aliénation spectrale, pour l'aider les abstractions de l'idéologie ou de toute façon des idéalités. Comme nous le verrons, il s'agit d'une occurrence très intéressante, mais qui paraît étrangement oubliée par Derrida lui-même, qui, dans les années 2000, quand ses références à l'auto-immunité se multiplieront, renverra toujours à la deuxième occurrence, celle de Foi et Savoir, 1994, où il s'agit de penser les 10 retours du religieux à notre époque et surtout de commencer à déconstruire genèse et structure de la communauté et donc à isoler les conditions de possibilité de ce que Derrida appelle démocratie à venir, foi et savoir, un texte que j'aime bien. Ces questions viendront amplement développées dans les 2 essais qui composent Wayou, 2003, dont l'auto-immunité est la clé de voûte. Une autre référence importante se trouve dans le dialogue sur le 11 septembre, publié la même année, où il s'agit, comme je vous ai déjà dit, d'analyser les phénomènes du terrorisme et des effets qu'il produit sur la démocratie.
La dernière, dont je tiendrai compte, se trouve dans L'animal qui donc je suis, publié posthume, où il s'agit de la question de l'autobiographie comme écriture du vivant. Avant de commencer à lire ces passages, j'en vais extrapoler des éléments qui nous permettent d'établir les coordonnées précises du champ conceptuel où Derrida fait intervenir la notion d'auto-immunité. Sa logique illogique, comme il l'a définie, est aussi de n'apercevoir extension et portée, je crois. En fait, dans Foi et Savoir, Derrida nous dit qu'il emprunte le lexique auto-immunitaire de la biologie. Et comme dans la biologie même, cette notion vient de subir un certain élargissement qu'il nous faudra suivre de plus proche, je cite, « Nous nous autoriserons de cet élargissement et parlerons d'une sorte de logique générale de l'auto-immunité. » Fin de citation. Donc, de la biologie à la déconstruction, l'auto-immunité subit une formalisation, entre guillemets, c'est toujours Derrida. Il s'agit d'une logique, mais quand même, et d'une généralisation qui Derrida, dans les dialogues sur le 11 de septembre, définit, je cite, une loi implacable et sans limite. Il dit la même chose dans Le monde des Lumières à venir, le second essai de Wayou, où il s'agit de la crise et du sauvetage de la raison, analysé en commentant Husserl. Je cite encore, « Je viens, comme j'ai fait ailleurs, d'accorder au schème auto-immunitaire une portée sans limite. » Mais ici, il dit aussi quelque chose de plus qui nous permet de comprendre dans quelle perspective il faut inscrire telle extension et généralisation, quelque chose qui fera beaucoup plaisir à mon ami Riccardo Baldissoni. En fait, il dit, en profitant du texte husserlien où Husserl parle des pathologies de la raison, produites par l'idéal même qui oriente la raison vers l'abstraction, Derrida attribue à la loi de l'auto-immunité un statut transcendantal. Je cite, « J'ose parler ici, dans l'assillage de Husserl, des pathologies transcendantales et même d'auto-immunité transcendantale. » Fin de citation. Bon, je sais qu'il y a encore une certaine résistance et aussi une sorte de surdité par rapport au travail derridien dans le champ du transcendantal. Je ne vais pas y retourner ici. Je me limite à dire un peu sèchement que pour Derrida, du moins selon moi, mais aussi peut-être gâché, se référer au transcendantal signifie s'orienter vers la description des conditions de possibilités génétiques structurelles d'un phénomène, que ce soit la vie du vivant ou la démocratie. Donc, la loi, la logique illogique de l'auto-immunité serait une condition de possibilités génétiques structurelles. Mais de quoi? De la démocratie, du terrorisme, du retour de dits religieux, de la raison et de sa crise, de l'autobiographie. Qu'est-ce qu'autorise Derrida de parler d'auto-immunité à propos de toutes ces choses si différentes? On peut étendre la loi auto-immunitaire à tous ces phénomènes, c'est ma thèse, en tant qu'ils sont en rapport d'émergence avec un phénomène essentiel dont cette loi serait la condition des possibilités génétiques structurelles. Ça veut dire qu'il faut reconnaître l'auto-immunité comme la condition des possibilités de tout processus de constitution identitaire, de la constitution de l'autos en soi-même, et donc de tous les phénomènes où on peut reconnaître à l'œuvre ces processus identitaires. À partir du niveau biologique de la constitution de la singularité vivante, jusqu'à celle du sujet et de la conscience individuelle et collective, en arrivant à la constitution de la communauté en général et de la démocratie en particulier. Partout où un processus identitaire est à l'œuvre, à l'ordre d'un désir de présence à soi immédiate, autonome et indépendante, pure et intacte, immune à toute intrusion de l'extérieur, de l'autre, de la différence, de l'étranger, et ça veut dire à l'ordre du désir qui depuis toujours attire la pensée occidentale dans les apories irrésolubles de la métaphysique que Derrida depuis longtemps nous a fait connaître.
partout. J'ai dit, ce désir est à l'œuvre, il faut y reconnaître comme sont refoulées l'œuvre déconstructrice de l'auto-immunité. Cela est dit clairement, je crois, dans Wayou. Je cite. Car ce que j'appelle l'auto-immunitaire ne consiste pas seulement à se nuire ou à se ruiner, voire à détruire ses propres protections et à les faire soi-même, à se suicider ou à menacer de le faire, mais plus gravement et par là même à menacer les moi ou les soi, l'ego ou l'autos, l'ipséité même, à entamer l'immunité de l'autos lui-même. Fin de citation. Dans ce même texte, Derrida dit explicitement que la logique auto-immunitaire préside dans son refoulement même à la constitution du sujet et de la conscience au sens de la psychanalyse. Je cite. Ce que les psychanalystes appellent plus ou moins tranquillement l'inconscient reste, me semble-t-il, un des ressorts privilégiés, une des réserves et des ressources vitalement mortelles, mortellement vitales, pour cette implacable loi de la conservation autodestructrice du sujet ou de l'ipséité égologique. Sans auto-immunité, je l'ai dit un peu sentencieusement, pour faire vite, il n'y aurait ni psychanalyse, ni ce que la psychanalyse surnomme inconscient aux pulsions de mort, aux cruautés des sadismes et masochisme primaires, etc. Ni, donc, ce que nous appelons aussi tranquillement conscience. Fin de citation. Donc, la logique auto-immunitaire est la condition des possibilités génétiques structurelles de toute constitution identitaire, individuelle et collective, de la conscience comme de la communauté. Mais pour la reconnaître comme telle, il faut la relever déjà à l'œuvre dans la constitution du vivant, telle que la condition des possibilités de la vie du vivant, et dans de toutes ses manifestations et articulations ultérieures. Je cite depuis l'animal qui donc je suis, je cite l'autobiographie, dit Derrida, l'écriture des soi du vivant, la trace du vivant pour soi, l'être pour soi, l'auto-affection ou l'auto-infection, comme mémoire ou archive du vivant, serait un mouvement immunitaire, dont un mouvement de salut, de sauvetage et de salvation du souffle, du sang, de l'ammune, de l'amdène, de la nudité virginale est intact, mais un mouvement immunitaire toujours menacé de devenir auto-immunitaire, comme tout autos, toute ipséité, tout mouvement automatique, automobile, autonome, autoréférentiel. Fin de citation. Qu'il faut commencer en relevant la logique auto-immunitaire au cœur du vivant, cela en vérité était déjà clair avec la première occurrence dans Spectre de Marx. Comme je vous ai déjà dit, ce passage occurt dans le moment où Derrida s'insère dans la diatribe entre Marx et Stirner dans l'idéologie allemande, pour y reconnaître les partages du même présupposé métaphysique à propos de ce qu'est la vie. C'est une longue citation, mais c'est un très beau passage. L'acharnement s'acharne, nous le suggérions, contre une sorte de double ou de frère. Il aime tous les deux la vie, ce qui va toujours, mais ne va jamais de soi pour des êtres finis. Ils savent que la vie ne va pas sans la mort, et que la mort n'est pas au-delà, hors de la vie, sauf à inscrire l'au-delà au-dedans, dans l'essence du vivant. Ils partagent tous les deux, apparemment comme vous et moi, une préférence inconditionnelle pour le corps vivant. Mais à cause de cela même, ils mènent une guerre sans fin contre tout ce qui le représente, qui n'est pas lui, mais qui revient à lui. La prothèse et la délégation, la répétition, la différence avec une âme. Le moi vivant est auto-immune, ils ne veulent pas le savoir. Pour protéger sa vie, pour se constituer un unique moi vivant, pour se rapporter comme le même à lui-même,
il est nécessairement amené à accueillir l'autre au-dedans. Parenthèse, la différence avec une A du dispositif technique, l'itérabilité, la non-unicité, la prothèse, l'image de synthèse, les simulacres, et ça commence avec le langage. Avant lui, autant de figures de la mort. Fin de parenthèse, il continue. Il, dont le vivant, le moi vivant, donc doit diriger à la fois pour lui-même et contre lui-même les défenses immunitaires apparemment destinées au non-moi, à l'ennemi, à l'opposé, à l'adversaire. Fin de citation. Donc, soit Marx que Stirner présupposent les mêmes désirs métaphysiques, les désirs d'une vie purement immanente, autonome et indépendante, pleine présence à soi, immune à ce qu'il présuppose lui être extérieur et étranger, l'autre, la différence, etc. On a vu la chaîne conceptuelle. L'idée, selon Derrida, ne comprend pas que la différence, la relation à l'autre, sont conditions nécessaires de la constitution de la vie du vivant. Mais ici commencent, pour moi, du moins, les problèmes. La loi qui règle la vie du vivant dans sa constitution serait une logique auto-immunitaire. Le vivant, pour être soi-même, doit diriger ses défenses immunitaires contre soi-même, contre les soi, contre l'autos, qui autrement resterait clos à l'autre, à la différence, dont il a besoin pour être soi-même, ça veut dire pour vivre, pour être un vivant. Et alors, d'où vient cette conception de l'auto-immunitaire? A-t-elle un fondement biologique ou il s'agit seulement d'un autre néologisme derridien, dont on pourrait dire qu'il s'agit d'une simple métaphore pour dire que le vivant doit s'ouvrir à l'autre pour être soi-même, même si cette ouverture comporte des risques mortels. C'est de cette façon qu'on interprète habituellement l'auto-immunitaire derridien, en perdant, selon moi, précisément ce qu'il y a de vraiment important dans cette affaire. Ça veut dire une certaine interprétation de la biologie, j'ose dire un certain enracinement de la déconstruction dans la biologie. Dans Foi et Savoir, le texte que pour Derrida même représente la source plus importante pour son traitement de l'auto-immunitaire, il paraît emprunter la logique auto-immunitaire du champ de la pathologie médicale et en particulier paraît se référer au phénomène du sida. En fait, dans une note à propos de la défense de l'amour conjugal soutenue dans l'encyclique Evangelium Vitae, Derrida ajoute « Seule immunité supposée, l'amour conjugal, avec le célibat des prêtres, contre les virus de l'immunodéficience humaine, VIH, HIV pour les autres. » Fin de citation. Mais il faut être attentif aux nuances pour ne pas perdre le sens de cette référence à la biologie qui nous intéresse, ou du moins m'intéresse. Surtout parce que cette référence, une fois limitée à la pathologie, et en particulier au sida, ne peut qu'apparaître déconcertante. Comment accepter que des pathologies mortelles comme le sida et qui comportent la suppression des défenses immunitaires du vivant pourraient témoigner des conditions de la possibilité de la vie du vivant? Le sida, d'autre part, comme autre pathologie auto-immune, est un cas particulier et surtout pathologique. Ça veut dire qu'il s'agit des cas qui vont contre la loi du vivant. Et si la relation à l'autre est nécessaire à la constitution, à la vie du vivant, on ne voit pas pourquoi il faut la penser en termes de pathologie mortelle. Et encore, le sida est provoqué par un virus qui attache l'organisme et non pas par l'organisme lui-même. Et alors, regardons de près les passages de Foi et Savoir où Derrida donne quelques références, ou les plus importantes références à propos de l'immunité et de l'auto-immunité. Citation, je cite. « C'est surtout dans le domaine de la biologie que le lexique de l'immunité a déployé son autorité. La réaction immunitaire protège l'indemnité du corps propre en produisant des anticorps contre des antigènes étrangers. Quant au processus d'auto-immunisation,
qui nous intéresse tout particulièrement ici, il consiste pour un organisme vivant, on le sait, à se protéger, en somme, contre son autoprotection, en détruisant ses propres défenses immunitaires. Comme le phénomène des anticorps s'étend à une zone attendue de la pathologie et qu'on recourt de plus en plus à des vertus positives des immunodépresseurs destinés à limiter les mécanismes de rejet et à faciliter la tolérance de certains greffes d'organes, je l'ai déjà cité ça, nous nous autoriserons de cet élargissement et parlerons d'une sorte de logique générale de l'auto-immunisation. Fin de citation. Donc, Derrida nous dit avoir emprunté le lexique de l'immunité de la biologie. L'auto-immunitaire est défini comme un processus dont la structure est maintenant plus précise, un peu différent, mais vraiment différent, en vérité. Il ne s'agit pas de diriger propre défense immunitaire contre soi-même, mais de se protéger contre ses propres défenses immunitaires en les détruisant. C'est très différent et surtout, je crois, nous adresse vers la piste juste. Voyons, cette conception de l'auto-immunisation viendrait de la biologie, dit Derrida, et trouverait une application toujours plus attendue et variée dans la pathologie médicale, mais pas seulement dans les sida, qui en tout cas en serait seulement un cas particulier. Une autre trace intéressante, c'est la référence aux recherches en cours sur les immunodépresseurs. En tout cas, c'est évident que Derrida est bien informé sur ces sujets et sur ces développements dans le domaine de la biologie. Alors, on ne peut pas parler d'un usage générique et métaphorique. Mais alors, de quoi il est en train de parler? Voilà mon hypothèse. Derrida est en train de se référer à une précise branche de la biologie qui, dans les années 90, était en train de révolutionner la conception biologique de la vie et en même temps beaucoup de traitements médicaux contre pathologies graves. Les sida, mais aussi les cancers et aussi des maladies dégénératives du cerveau. Ça, c'était trop, mais c'est intéressant. Et surtout, les recherches sur les immunodépresseurs. Il s'agit de la théorie de l'apoptosis, ou théorie du suicide cellulaire. Une autre trace nous permet de suivre cette direction. Les recours, on l'a déjà vu, au terme suicide ou quasi-suicide pour décrire la dynamique auto-immunitaire. Dans Foi et Savoir, Derrida parle de la dimension, je cite, autosacrificielle de la supplémentarité auto-immunitaire, de l'auto-immunité comme, je cite, principe d'autodestruction sacrificielle ruinant le principe de protection de soi, du maintien de l'intégrité intacte de soi. Fin de citation. Dans les textes qui suivent, où il s'agit d'auto-immunité dans les années 2000, Derrida parle explicitement de suicide. On l'a déjà vu dans les passages que j'ai cités depuis par un autre article l'année suivante, toujours sur Immunology Today, Programmed Cell Death and AIDS, From Hypothesis to Experiment. Dans ces articles, Amizan soutient, et c'est le premier à le faire, qu'en cas de sida, la destruction du système immunitaire n'est pas produite directement par le virus VIH ou HIV, mais celui-ci induit un dérèglement dans le fonctionnement du suicide cellulaire, qui, selon cette nouvelle théorie, appartient au comportement normal de l'organisme, constitue une fonction essentielle de la vie du vivant. En simplifiant, avant d'affronter les thèmes des plus proches, selon cette théorie, l'organisme se forme à travers un processus qui n'est pas de simple croissance cumulative, autopoiesis, on disait aujourd'hui à le déjeuner, mais qui comporte en diverses phases de l'embryon à l'âge adulte la mort de plusieurs familles cellulaires, mort induite par des signaux provenant de l'organisme même. C'est pour ça qu'on parle de suicide cellulaire, parce qu'avec les mots d'Amizan, il s'agit d'un phénomène actif d'autodestruction. Fin de citation.
Cette hypothèse avancée par Amisen à l'époque produit beaucoup de bruit, ne resta pas dans l'enclos des laboratoires spécialisés, dont Derrida pourrait avoir lu ces articles en anglais ou un autre en français publié par Amisen dans le Compendium de l'Académie des sciences, série 3, Sciences de la vie. C'est le titre du numéro, dans les 92. Ou on peut imaginer qu'il a lu des versions de divulgation. Je n'ai pas encore trouvé une confirme de ces lectures, mais Madame Marguerite, sa femme, m'a confirmé que son mari lisait beaucoup de textes de biologie et surtout d'immunologie. En tout cas, je crois qu'il y a plus d'une raison pour suivre cette piste. L'unique, je crois, qui nous donne la possibilité d'interpréter l'auto-immunitaire derridien comme quelque chose de plus qu'une métaphore. Et donc, il faut lire ce très beau livre, le premier livre d'Amisen, qui s'appelle La sculpture du vivant, les suicides cellulaires ou la mort créatrice, 1999. Le livre où Amisen propose une théorie unifiée du suicide cellulaire en gré de rendre compte des différentes recherches qui ont travaillé dans différents champs de la biologie et de la pathologie médicale, mais surtout en gré de montrer dans le suicide cellulaire une condition de possibilité du vivant et de son évolution. Avant de commencer, je remarque que Derrida et Amisen se sont connus dans les années 2000. Ils ont fait des conférences ensemble à propos du génome. Mais je suis convaincu qu'ils se connaissaient déjà. Je peux te dire même, je suis certain qu'ils se connaissaient parce qu'en 1991, Derrida et moi, nous avons participé à un colloque organisé par le ministère de la Recherche sur la biologie, où Amisen était aussi. Et je pense que tout ce que tu dis provient de ça. Bon, je dirai après. Mais ce n'est pas publié. Je crois que ça n'a pas été publié parce que celui qui a organisé ça a été impliqué dans le scandale du sang contaminé et après a eu des ennuis judiciaires. Bien. Très bien. Avant de commencer, je remarque que dans ces livres, le mot déconstruction apparaît du moins 15 fois dans les livres d'Amisen. Pour nous, le plus intéressant aujourd'hui sera l'interprétation qu'il donne du rôle du suicide cellulaire dans la constitution du système immunitaire et des organes à privilège immunitaire. J'anticipe, ils ont 3 organes à privilège immunitaire, et sont l'utérus, les yeux et le cerveau. Mais il faut commencer, bien sûr en bref et en simplifiant, par la genèse de la structure de l'embryon et des cellules qui le composent, donc par le commencement de la vie. On commence. La structure d'une cellule fonctionne à l'ordre d'une loi double et apparemment contradictoire. Reproduction de soi et différenciation de soi. On pourrait dire différence et répétition ou différence. Dans le domaine de la biologie, on a longtemps considéré comme cause de la différenciation la position et le poids des nouvelles cellules par rapport à la cellule mère. Donc, reproduction et différenciation seulement pour le poids et la position. Mais le développement d'un organisme vivant n'est pas, comme j'ai déjà dit, un processus d'expansion continue et cumulatif. Il comporte, selon cette nouvelle théorie, des phénomènes de disparition d'un nombre énorme de cellules et d'entières familles cellulaires, des vrais cataclysmes, dit Amisen. À partir des années 60, la biologie a commencé à prendre au sérieux ces phénomènes, définis des morts cellulaires, et reconnu avoir un rôle essentiel dans la différenciation cellulaire et le développement de l'embryon. Mais c'est seulement avec les suicides cellulaires qu'on peut en comprendre la dynamique. En fait, il ne s'agit pas, comme on croyait, de morts ou de disparitions dues à l'intervention de quelques agents étrangers à l'habitat cellulaire. Il s'agit d'un suicide de la part de la cellule même, au mieux des groupes, des familles de cellules, en réponse à certains signaux en provenance d'autres cellules. Déterminer ces signaux par les informations contenues dans les gènes,
causée donc par les programmes qui règlent la vie du vivant et non pas par quelques perturbations pathologiques de ces programmes. C'est pour ça qu'on parle aussi des morts cellulaires programmées. On est arrivé à comprendre la dynamique du suicide cellulaire exactement en étudiant la construction du système immunitaire et du cerveau humain, dont la fonction est de construire et garder notre identité, dit Amizon. Je cite, « C'est l'étude de la manière dont se construisent nos deux organes les plus complexes et les plus sophistiqués, notre cerveau et notre système immunitaire, qui devait révéler la puissance insoupçonnée qui confère à nos corps le contrôle exercé par les signaux sur la mort cellulaire programmée. Dans ces deux organes, la mort est au cœur d'un processus d'apprentissage et d'auto-organisation, dont l'aboutissement n'est plus la construction d'une architecture et ni la sculpture d'une forme, mais l'élaboration des supports de notre mémoire. Support, c'est un mot que je sais très cher à Bernard, à moi, à Derrida et avant tout à Leroi-Gourhan. Et c'est très beau ce qu'il dit ça ici à Maison. L'élaboration des supports de notre mémoire, cerveau et système immunitaire, de notre identité et de notre complexité. Fin de citation. La structure et le fonctionnement de notre système immunitaire dépendent de l'interaction entre des différentes familles cellulaires, les lymphocytes T et les cellules sentinelles. Je cite, « C'est la famille des lymphocytes T produite par les thymus pendant le développement de l'embryon qui joue un rôle essentiel dans la reconnaissance du non-soi et le déclenchement et la coordination des combats contre les microbes. » Fin de citation. Nous possédons en nous plusieurs centaines de millions de lymphocytes T, tout différents les uns des autres. Chaque lymphocyte T porte à sa surface milliers d'exemplaires d'une structure particulière qui lui permet d'explorer son environnement. Les récepteurs, qui lui permettent de percevoir, d'identifier les microbes qui envahissent notre corps et d'y répondre. Mais les lymphocytes T ne réagissent pas directement aux microbes en provenance de l'extérieur. Pour le faire, ils doivent reconnaître la différence entre les soies qu'ils doivent protéger et les microbes comme non appartenant aux soies. Cette reconnaissance dépend de l'interaction des lymphocytes avec les cellules sentinelles. Pour simplifier, les cellules sentinelles portent à leur surface des présentoirs où sont fixées une grande variété de protéines produites par les cellules de l'organisme à partir du programme inscrit dans nos gènes. Je cite Amizin qui explique les choses mieux que moi. En l'absence d'infection, les seules protéines qui contiennent les cellules sentinelles et dont elles exposent les fragments à la surface de leur présentoir sont les protéines fabriquées par notre corps à partir des informations contenues dans nos gènes. Et c'est la somme de ces assemblages entre nos présentoirs et un fragment de chacune de nos protéines qui, pour notre système immunitaire, constitue les soi, notre identité. Mais dès qu'un microbe envahit notre corps, les cellules sentinelles qu'il pénètre ou qu'il le capture commencent à découper une partie des protéines qui les composent et à exposer à leur surface, sur leur présentoir, des fragments de protéines étrangères à notre corps. Cet assemblage est fait d'une portion de non-soi enchâssée dans une portion de soi. Ainsi, l'intrusion, la présence de l'agresseur est révélée, déchiffrée, identifiée dans le contexte du soi. Et c'est la capture par les récepteurs dans les lymphocytes T de cette combinaison de non-soi et de soi qui est indispensable à sa transformation en combattant. Fin de citation. Or, les suicides cellulaires étrangers
des premiers jours de la vie de l'embryon et dans la production du système immunitaire, et précisément dans la sélection de lymphocytes capables de dialoguer avec les cellules sentinelles. Parce que, et ça nous intéresse, il peut y avoir des lymphocytes T qui ne sont pas capables de communiquer avec les sentinelles et reconnaître les soins, et donc sont inutiles. Mais surtout, il y sont des lymphocytes T qui reconnaissent trop bien les soins, et seulement les soins, jusqu'à identifier uniquement sa présence, sans distinguer les non-soins sur le présentoir. Ces lymphocytes, une fois actifs dans la vie de l'organisme accompli, deviendront dangereux pour les soins même, qu'ils doivent protéger, parce qu'ils sont incapables de reconnaître la différence entre soi et non-soi, et donc ils peuvent prendre l'un par l'autre. Ce sont ces lymphocytes qui, on pourrait dire comme Marx et Stirner, sont trop attachés à l'identité et ne distinguent pas les traces de la différence, qui, en cas de survivance dans l'organisme accompli, provoqueront des maladies auto-immunes. Donc, l'organisme doit détruire ces deux types de lymphocytes au cours de leur première production dans l'embryon, donc au cours de la construction du système immunitaire. En particulier, pour nous, il doit détruire les défenses immunitaires trop puissantes, parce que dangereuses pour la vie même du vivant. Et ça advient par des signaux de suicide cellulaire, l'air envoyé par les sentinelles. On se souviendra alors de ce que dit Derrida. Je récite. Un processus auto-immunitaire, c'est, on le sait, cet étrange comportement du vivant par lequel, d'une manière quasi suicidaire, il s'engage à détruire soi-même les propres protections, à s'immuniser contre sa propre immunité. Mais c'est mieux encore lire amusant. Une longue citation, mais c'est très belle, je crois. Tout lymphocyte dont le récepteur interagit trop bien avec l'un de ces assemblages qui constituent les soins risquera un jour d'attaquer le corps auquel il appartient, détruisant un tissu ou un organe. C'est un lymphocyte qui fait la preuve de sa nature potentiellement dangereuse et serait capable de provoquer une maladie qu'on appelle auto-immune. Tout lymphocyte dont le récepteur est, au contraire, totalement incapable d'interagir avec aucun des assemblages qui constituent les soins, et donc avec aucun des présentoirs des cellules sentinelles, sera sans doute incapable à jamais d'interagir après la naissance de l'enfant avec aucun des présentoirs des cellules sentinelles, sur lesquels sont exposés des fragments des microbes. C'est un lymphocyte qui fait la preuve de son incapacité probable à protéger le corps. Dans le corps de l'embryon, en train de se construire, le destin individuel de chaque lymphocyte T, sa survie ou sa mort, dépendra de la nature des interactions de son récepteur avec son environnement. Toute fixation trop intense du récepteur avec les soins présentés par les cellules sentinelles déclenche un signal fort qui provoque le suicide immédiat du lymphocyte qui le reçoit. Et le lymphocyte disparaît au moment même où il fait la preuve de son caractère dangereux. Inversement, un récepteur totalement incapable d'interagir avec les soins ne pourra transmettre durant 3 jours aucun signal au lymphocyte qui le porte. Et l'absence de tout signal, à elle seule, déclenchera le suicide du lymphocyte, qui a fait la preuve de son incapacité à interagir avec les cellules sentinelles. Fin de citation. Le gramme, il est en jeu déjà, ici, je crois. Ces signaux, ces choses. Pour notre perspective, c'est aussi intéressant le rôle du suicide cellulaire dans la constitution et la défense des organes à privilège immunitaire. J'ai déjà cité ça.
Ce sont des organes, l'utérus, les yeux et le cerveau, essentiels pour la survivance du vivant. Ce sont des organes, privilèges immunitaires, parce que ce sont des organes où le système immunitaire ne peut pas intervenir. 3 organes essentiels en tant qu'ils sont en même temps ouverts à l'altérité ou non-soi et nécessaires à la constitution de l'identité et de la survivance du vivant. Grâce au suicide cellulaire, dans les 90, on a compris comment l'organisme défend ses privilèges contre son propre système immunitaire. Jusqu'à ce moment, on avait cru qu'il y avait seulement des barrières physiques qui empêchaient aux lymphocytes d'y pénétrer. Mais maintenant, on sait qu'il s'agit encore une fois de suicide cellulaire. Je cite, amusant toujours. Ces privilèges résultent aussi de l'existence d'une barrière active constituée de cellules qui déclenchent les suicides des combattants du système immunitaire, interrompant brutalement leur afflux et les empêchant de poursuivre dans les sanctuaires où ils se réfugiés les microbes qu'ils traquent à travers le corps. Aussi étrange que cela puisse paraître, notre corps et notre système immunitaire sont engagés dans un combat mutuel. Et ce sont les chants de la mort, les signaux du suicide cellulaire, qui sont les véritables gardiens des sanctuaires. Fin de citation. Je ne m'arrête pas à remarquer les traits de congruence entre ce discours d'Amizan et celui de Derrida. Je vous lis, c'est la conclusion du chapitre dédié par Amizan au rôle du suicide cellulaire dans la constitution du soi et du système immunitaire. Les analogies sont frappantes et nous donnent à penser dans une autre perspective les recours derridiens au lexique auto-immunitaire. La découverte, je cite, c'est amusant, du privilège immunologique a eu une autre implication importante. Elle a éclairé d'un jour nouveau les concepts de notre identité, la notion de soi et les notions de distinction entre les soi et les non-soi. Le soi n'est pas simplement ce qui est toléré, reconnu, accepté par notre système immunitaire. Cette identité à laquelle notre corps l'a confronté au moment de sa naissance. La ligne mélodique du soi, dont la reconnaissance quotidienne est indispensable à chaque lymphocyte pour survivre. Le soi est aussi ce que notre corps interdit chaque jour à notre système immunitaire sous peine de mort d'attaquer. Les cellules des sanctuaires forcent au suicide les combattants qui s'y précipitent pour y pourchasser les dissonances potentiellement dangereuses qu'ils sont perçus sur la ligne mélodique du soi. La coexistence entre notre corps et notre système immunitaire résulte d'un équilibre dynamique, d'un combat permanent. Un corps qui se protégerait trop bien contre son gardien en le détruisant, se détruirait lui-même. Un système immunitaire qui protégerait trop bien le corps en le détruisant, se détruirait lui-même. Le maintien de notre intégrité et de notre identité résulte d'un rapport de force complexe, d'une paix armée entrecoupée de brusques combats. Fin de citation. Combat, j'ajoute, combattu à force des signaux induisant les suicides dans l'adversaire qui de son côté répondent avec d'autres signaux qui peuvent les neutraliser en suspendant temporairement la mort. C'est pour cette raison qu'Amizan peut en conclure, je cite, « se dessine alors une étrange vision de la vie. Vivre pour chaque cellule, c'est en permanence avoir réussi pour un temps à réprimer le déclenchement de son suicide. La vie ne se laisse pas séparer aisément de la mort, comme avait dit Derrida dans Spectre Marx. Elle est née habitée. Toutes les cellules de l'embryon sont du début à la fin de la période de développement prêtes à s'autodétruire. Survivre pour une cellule embryonnaire, c'est réprimer la mort qu'elle porte en elle. C'est à chaque instant prolonger un sursis, s'accorder
un répit. La vie, je cite encore, résulte jour après jour de la conquête d'un sursis éphémère qui doit sans cesse être renouvelé. Fin de citation. On a fini avec un vivant. Donc le vivant, pour être ce qu'il est, un vivant, doit se protéger d'un système immunitaire trop rigide. Ça veut dire d'une identité trop forte. Close est un et sur soi-même, autistique, sourde aux signaux de la différence qui vient de l'altérité. Ça veut dire de la mort qu'il porte en soi-même. Pour vivre, pour être soi-même, il doit s'ouvrir à la possibilité de la mort. En cas contraire, la mort tombera avec le poids de la nécessité. En même temps, le vivant, pour être ce qu'il est, ne doit renoncer complètement à ses défenses parce qu'il en va de son identité et donc de sa vie même. L'ouverture à l'autre est nécessaire à la vie, mais en impliquant aussi la possibilité de la mort, cette ouverture ouvre au cœur du vivant un espace qui n'est pas pacifique, mais relationnel, dialectique, conflictuel, l'espace de constitution de notre identité, où la vie gagne sa survivance à retarder, renvoyer le plus que possible la fin du jeu entre le corps et le système immunitaire, l'identité et la différence, la vie et la mort. À éviter qu'un des termes gagne parce que les deux comportent la mort certaine. Celui qui gagne meurt. Une identité close est adhérente à soi et l'absence d'identité sont exactement la même chose. Absence de vie ou mort. Un sursis, disait Amizan, différé, dirait Derrida, qui a exploité, comme nous savons, aussi en sens temporel la polysémie du mot différence avec une âme. Et que le vivant doit ne signifie pas que le vivant a le choix, qu'il peut choisir entre une vie pleine et purement immanente à soi, intègre et immune à l'autre, et une vie ouverte à la différence et à l'autre. Qu'il doit signifier qu'au niveau biologique, le vivant n'a pas d'alternative. S'il vit et survit, c'est seulement parce qu'il se constitue à l'ordre de cette loi génétique structurelle ou, cher Ricardo, transcendantale. Dans cette perspective, une vie pleine et purement amenant à soi, intègre et immune à l'autre et à la différence, la vie qui désire Marx et Stirner, mais comme héritière d'une longue tradition métaphysique, ne serait pas simplement une erreur philosophique, mais constituerait une vraie menace pour la vie même, en vérité la plus grande menace. Derrida avait dit déjà ça il y a longtemps, dans des textes dédiés pas casuellement à Freud, et en particulier à Au-delà du principe des plaisirs, dont le lexique aura été reconnu dans quelques citations que j'ai tirées de l'auto-immunitaire derridien, de Wayou, par exemple. Dans Freud et la scène de l'écriture, 1965, Derrida dit « Sans doute, la vie se protège-t-elle par la répétition, la trace, la différence. Mais il faut prendre garde à cette formulation. Il n'y a pas de vie d'abord présente qui viendrait ensuite à se protéger, à s'ajourner, à se réserver dans la différence avec une âme. Celle-ci, la différence avec une âme, constitue l'essence de la vie. Plutôt, la différence n'étant pas une essence, n'étant rien, elle n'est pas la vie si l'être est déterminé comme ousia, présence, essence, existence, substance ou sujet. Il faut penser la vie comme trace avant de déterminer l'être comme présence. C'est la seule condition pour pouvoir dire que la vie est la mort, que la répétition et l'au-delà du principe des plaisirs sont originaires et congénitaux à cela même qu'ils transgressent. Fin de citation. Dans Spéculer sur Freud, que je vous dis au commencement, c'est la dernière partie de ce séminaire
incroyable que j'ai découvert aux archives et qui commence par la biologie et qui est publié dans la carte postale. Derrida, le titre de ce séminaire est « La vie, la mort », sans virgule, sans conjonction, sans rien. La vie, la mort. Derrida dit « Les plaisirs purs », il est en train de faire une analyse très, comment dire, obsédée par le principe des plaisirs de Freud, mot par mot. Les plaisirs purs et la réalité pure sont des limites idéales, autant dire des fictions, aussi destructrices et mortelles l'une que l'autre. Entre les deux, les détours différents forment donc l'effectivité même du processus psychique comme processus vivant. Mais par quelque bout que l'on prenne cette structure à 1, 2, 3 termes, c'est la mort. Au but. Et cette mort n'est pas opposable, elle n'est pas différente dans le sens de l'opposition des deux principes et de leur différence. Elle est inscrite, quoique non inscriptible, dans le process de cette structure. Si la mort n'est pas opposable, elle est déjà la vie, la mort. En regardant les dates, on pourrait dire que c'est Derrida qui a influencé Amizan, qui aura après influencé Derrida. La chose n'est pas impossible, et c'est vrai aussi, mais ça je les lâche cachés pour aujourd'hui, qu'ils ont une source commune. À vous la deviner. Alors, pourquoi parler ainsi d'auto-immunitaire à propos des processus identitaires qui ne sont plus les processus biologiques du vivant, mais c'est de la conscience, de la raison, de la communauté, de la démocratie, etc. Je crois, et c'est ça en rapport à ce que je disais ce matin, la partie positive ou performative de Derrida, je crois pour conjurer les dangers des morts qui menacent ces formes de vie, la raison, la communauté, la démocratie, la conscience, du dedans. Ça veut dire depuis leur matrice métaphysique pathologique. Et ça veut dire les désirs d'une identité absolue et inconditionnée, ce que tu as dit aussi ce matin. Inconditionnée, saine, sauve, sainte, intègre, pure, immune, etc. Mais ça, on peut l'affronter à la discussion, mais je vais conclure en laissant la parole à Derrida, qui, dans Wayou, dans son dernier texte publié, répond à cette question. Pourquoi parler ainsi d'auto-immunité? Pourquoi déterminer de façon aussi ambiguë la menace, les dangers, l'échéance, l'échec, l'échouement, l'échouage, mais aussi le salut, le sauvetage, la santé ou la sécurité comme autant d'assurances diaboliquement auto-immunitaires, virtuellement capables non seulement de s'autodétruire de façon suicidaire, mais de retourner ainsi quelques pulsions de mort contre l'autos même, contre l'ipséité qui supposerait encore un suicide digne de ce nom. C'est pour situer la question de la vie et du vivant, de la vie et de la mort, de la vie, la mort, ça veut dire de son séminaire de 30 ans. Donc, c'est pour situer la question de la vie et du vivant, de la vie et de la mort, de la vie, la mort, au cœur de mon propos. Fin de citation. Merci.